Bonjour, bon après-midi ou bonsoir à tous et bienvenue dans le podcast de La Niche Aventure. Je suis Claire et je suis ravie de vous retrouver pour un tout nouvel épisode du podcast. Dans la vie, je suis éducatrice comportementaliste canin et créatrice de contenu sur internet et ma mission, c'est d'aider un maximum de monde à comprendre son chien. Une fois par mois, je vous partage sur cette série Dans la Niche mes réflexions sur des sujets que je rencontre et qui me tiennent à cœur autour de la relation humain-animal et de l'intégration du chien dans notre société. Juste avant de lancer cet épisode, je vous invite, si ce n'est pas déjà fait, à me soutenir financièrement sur Tipeee si vous le souhaitez, ou plus simplement à vous abonner et à laisser 5 étoiles et un commentaire sympa sur l'émission de votre appli de podcast préféré. Votre soutien m'aide énormément à faire connaître mon travail au plus grand nombre et je vous en remercie. Pour encore plus de découvertes, de conseils et d'inspiration, je vous invite aussi à vous abonner à ma newsletter en barre d'infos de cet épisode. Et je suis ravie de vous retrouver pour un tout nouvel épisode dans lequel je vais vous parler de nos aventures vétérinaires à Charlie et moi, puisqu'on en a eu quelques-unes et c'est un vrai sujet pour nous que les soins, les manipulations, etc. etc. J'avais déjà enregistré il y a quelques mois un épisode avec Iris Castin sur les soins coopératifs. Je vous mets le lien de l'épisode en barre d'infos et je vous invite à aller l'écouter peut-être au préalable de celui-ci ou en complément, ça vous aidera peut-être à comprendre un petit peu la complexité du sujet. En attendant, je voulais vous partager notre expérience d'un point de vue comportement avec Charlie et d'un point de vue humain avec mes ressentis et mes états de détresse émotionnelle, n'est-ce pas? Donc voilà, j'espère que cet épisode vous plaira et je vous invite tout de suite à écouter cet épisode. Pour commencer cet épisode, je voulais revenir un petit peu sur l'historique de Charlie par rapport aux soins, aux manipulations, au contact physique, parce que ça a, je pense, son importance pour la suite. Donc, la première chose que vous devez savoir, c'est que Charlie, c'est un chien que j'ai eu quand il était chiot, quand il était bébé. Je l'ai adopté dans un élevage qui n'était pas ouf, ce qui n'a pas spécifiquement fait de gros travail de socialisation avec Charlie. Donc, ça comprend tout ce que comprend une socialisation, mais ça comprend aussi la partie soins, contact physique, etc., manipulation, qui n'a pas forcément eu. L'autre paramètre à prendre en compte, c'est que les parents de Charlie étaient des chiens de chasse. Donc Charlie est issu d'une lignée de chasse. Et donc ses parents eux-mêmes n'étaient pas forcément très habitués aux soins, aux manipulations, au contact physique. Donc on peut penser qu'il y avait déjà quand même un paramètre un peu génétique dans cette histoire, en plus de sa socialisation et de son habituation petit, pour en arriver jusque-là. Voilà, ça c'était le premier point. Ensuite, j'en avais parlé au travers de différents épisodes. Charlie, ça n'a pas été un chiot hyper câlin, hyper pot de colle, pas du tout. Notre relation, elle a mis du temps à se construire, mais notre relation physique aussi a mis beaucoup de temps à se construire. Je dirais qu'il a bien fallu, 8 mois pour que Charlie apprécie vraiment notre contact avec nous. Alors nous, on n'était pas du tout forçant, on l'a toujours laissé venir, etc. Mais c'est vrai que il venait faire la bagarre avec mon compagnon, il venait des fois réclamer un petit peu des gratouilles, etc. Mais c'était vraiment par petites touches et on n'a pas du tout eu un chiot qui va dormir sur nous, qui va rester collé. Il nous faisait la fête, mais il fallait pas trop le toucher et c'était vite assez, il s'en délaissait assez facilement. Donc sur le contact physique déjà, ça a été quelque chose qui a mis du temps à vraiment se développer, à devenir agréable pour lui. Et puis par rapport aux soins purs et durs, moi quand je l'ai récupéré, j'étais toute jeune, j'avais un niveau de connaissance assez bas, je lisais beaucoup de choses, je me formais sur beaucoup de choses, etc. Mais j'étais loin d'avoir les connaissances que j'ai aujourd'hui, donc si c'était à refaire, je ferais beaucoup mieux et beaucoup plus. Mais en l'occurrence, j'ai fait ce que j'ai pu avec ce que j'avais. Et donc, Charlie a été habitué aux soins courants, donc laver les yeux, laver les oreilles, aller chez le vétérinaire un petit peu pour rien, aller chez le vétérinaire pour les vaccins, un peu le truc de base. J'avais essayé aussi de l'habituer un peu à tout ce qui est manipulation, donc soulever les oreilles, regarder le dessous des pattes, ce genre de choses, etc. depuis qu'il est tout petit. Mais globalement, je pense que je me suis pas hyper bien pris et ça n'a pas été assez, en tout cas, compte tenu de la sensibilité qu'il avait de départ. Voilà un peu pour le topo général de Charlie vis-à-vis des soins et des contacts physiques. Après, évidemment, parce que c'est inévitable dans la vie d'un chien, Charlie a eu des bobos, a eu des petits accidents, a eu des petites chutes, des petites urgences qui ont nécessité d'aller chez le vétérinaire hors visite vaccin, on va dire. Généralement, ça s'est plutôt très bien passé parce qu'il a toujours été... soit c'était des injections pour le faire vomir parce qu'il avait mangé des trucs dégueux, soit c'était une anesthésie pour pouvoir lui enlever un épillet, par exemple. Voilà. Au début, en tout cas, les 3-4 fois qu'on a dû aller chez le vétérinaire hors période de vaccin, c'était plutôt pour des trucs comme ça. Donc, en gros, c'était une injection, boum, c'était terminé. Évidemment, sur ces injections-là, sur les vaccins, il n'a jamais été trop fan, donc il y avait un petit peu de contention, mais comme il peut y avoir sur tous les chiens quand vous allez chez le vétérinaire, malheureusement.
Et donc voilà, donc ça a déjà été des expériences répétées associées le vétérinaire à injection, donc à contention. Ça, c'est le premier paramètre. Donc voilà, sur les 2 premières années de sa vie, voilà, il y a eu que ça, entre guillemets. Mais ça allait. Enfin voilà, jusque-là, bon, le harnais, ça a toujours été un peu compliqué à mettre. On l'a beaucoup travaillé. L'éthique, il n'a jamais vraiment aimé ça. La douche, c'était vraiment réduit au minimum syndical. Mais voilà, on arrivait à gérer à peu près. Et puis, il y a 1 an et demi de ça, je vous en avais déjà parlé sur le podcast, Charlie a fait une chute de plusieurs mètres de haut. Suite à laquelle il a été paralysé pendant plusieurs jours. Et donc, cette chute a entraîné un scanner qu'il a fallu faire 1 semaine après sa chute et pendant laquelle il a été hospitalisé pendant une journée. Une journée qui s'est pas forcément très bien passée puisqu'il était douloureux. Il ne marchait pas encore quand je l'ai déposé le matin. Il a remarché un petit peu le soir quand il est rentré. Il a été anesthésié pour pouvoir faire le scanner. Il a aussi été enfermé dans une cage alors qu'il avait un peu de problème avec ça. Je vous passe les détails. Cette journée a été vraiment pourrie pour lui, mais voilà, je l'ai récupéré comme ça a été. Il n'y avait rien au scanner, on a passé 1 mois de repos à la maison et ensuite j'ai voulu voir des ostéos. Et là, je crois que c'est là qu'on a commencé à entrer dans un petit point de non-retour en termes d'expérience humaine. Donc on est allé voir plusieurs ostéos. J'ai dû chercher un petit peu parce que j'ai pas vraiment trouvé chaussures à mon pied tout de suite avant de trouver Nolwenn avec qui j'ai enregistré l'épisode que je vous mets également en barre d'infos. Mais donc avant de tomber sur Nolwenn, j'ai vu d'autres ostéos avec qui ça s'est pas forcément très bien passé. Je fais un point commun entre toutes les dernières visites médicales qu'on a faites. Donc il y a eu ces ostéos avec qui ça a été un petit peu compliqué. J'exclus l'expérience avec Nolwenn qui a été vraiment géniale, vraiment très positive, qui était à la maison, où Charlie était hyper détente, ça s'est très bien passé, elle était très accompagnante. Si ce n'est cette bonne ostéo, on va en reparler. Toutes les autres séances qu'on a faites, les dernières visites véto qu'on a fait pour ces vaccins, la dernière visite d'un vétérinaire en urgence qui avait eu lieu cet été, notamment, plus l'épisode de pyroplasmose qu'il a fait il y a quelques semaines, on va en reparler aussi. En gros, tout ça a créé beaucoup de mauvaises expériences pour Charlie et moi, où on était sur un terrain déjà un petit peu glissant au départ, mais sur toutes ces visites-là dont je viens de vous parler, il y a eu énormément de contentions faites sur Charlie parce que peut-être à cause de moi aussi, parce que moi je n'hésitais pas à dire il est un petit peu sensible aux manipulations, il va grogner, etc. Est-ce qu'on peut aller à son rythme, etc. Donc généralement, en fait, ce que ça produisait en réaction, c'était il est pas prêt, contention plus. Donc ça n'a pas eu un effet très positif sur Charlie, vous vous en doutez. Et puis, pour moi, ça a été une énorme source de stress parce que ça devenait de plus en plus stressant en fait d'appréhender les rendez-vous. Et puis aussi parce que j'ai accumulé les mauvaises expériences humaines lors des séances avec des professionnels de santé qui méprisaient complètement ce que moi je pouvais ressentir, minimisaient complètement ce que je pouvais ressentir, ne tenaient pas du tout compte des signaux de communication de mon chien, alors que moi, plus on avançait, plus j'étais compétente aussi pour lire les signaux de communication de mon chien, savoir que là, il était vraiment pas bien, que là, il fallait arrêter, mais qu'on n'a pas voulu, etc., etc. Donc, ça a été des expériences très merdiques durant lesquelles j'ai été obligée de stopper les soins souvent. Parce que le professionnel de santé n'y allait pas en fait et se fichait complètement du truc. J'ai sûrement ma part de responsabilité là-dedans, c'est certain, mais en tout cas l'état de fait, c'est qu'il y a eu 0 prise en considération de mon état à moi dans la gestion des soins de Charlie, ce qui n'a pas arrangé ni de la manière dont Charlie pouvait tolérer ou appréhender la contention pour faire des soins, ni mon stress que je pouvais lui refiler à ce moment-là. Voilà un petit peu ce qui s'est passé du coup sur ces dernières années. Et puis là, récemment, on a eu une pyroplasmose, puisque Charlie a été atteint de la pyroplasmose il y a 2 semaines de ça. Il a été hospitalisé durant 3 jours. Et en fait, là, on est arrivé un petit peu au summum de l'histoire. C'est ça qui m'a donné l'idée de vous faire cet épisode, parce que vraiment, j'ai traversé des moments un peu compliqués ces dernières semaines. Donc ces 3 jours d'hospitalisation, cette pyroplasmose, ça a généré une double source de stress chez moi. D'une part, déjà pour son état de santé, évidemment, parce que il était quand même très infecté de la pyroplasmose avec des symptômes assez peu communs. Donc, on a mis longtemps à mettre un diagnostic sur la pyroplasmose, pouvoir le prendre en charge, etc., etc. Donc, un gros stress par rapport à son état de santé. Et puis, un gros stress par rapport aux soins en eux-mêmes, parce que, comme je viens de vous le dire, à chaque fois que j'ai été confrontée à un professionnel de santé, ça s'est très mal passé, humainement pour moi. En termes de contention aussi pour Charlie, en termes d'état émotionnel pour Charlie. Et donc, c'est vrai que j'étais arrivée à un moment donné où je le voyais ne pas aller bien, mais avec des phases un peu mieux, où je me disais,
Dans le doute, on va attendre un petit peu parce que j'ai pas envie de l'amener chez le véto si c'est pour rien, étant donné qu'on va encore avoir une mauvaise expérience. Et en fait, ce fait-là d'appréhender le fait d'aller chez le véto, c'est très très problématique parce que il s'agit de l'état de santé de son animal et quand on en arrive à là, et moi c'est le constat que j'ai fait en me disant mais quel débile quoi, quel débile, pourquoi j'ai attendu autant de temps, pourquoi je suis pas allée directement. En fait, je culpabilise. Vous vous rendez compte que ça me fait culpabiliser déjà pour l'état de santé de mon chien, que ça aurait pu être très dangereux. Bon, évidemment, je l'aurais pas laissé. Quand j'ai vu, là, j'ai senti que c'était trop avancé. J'ai appelé les vétérinaires d'urgence. Ces derniers mois, ces dernières années, faire appel à un vétérinaire est déjà très très stressant pour moi. J'y pense 3 jours avant. Et puis, plus l'arrivée du vétérinaire ou notre arrivée à la clinique se rapproche, plus je monte en stress et plus je me dis, ok, j'espère que ça va bien se passer. J'essaye d'être en mode action, d'être proactive pour essayer de pas me faire submerger par le stress, mais l'état de fait, c'est que je suis hyper stressée par le fait même de rencontrer un vétérinaire, d'avoir à lui parler, d'avoir à expliquer la situation, d'avoir à peut-être avoir un conflit avec, parce que c'est vraiment ça comme expérience que j'ai eue à chaque fois. Et donc ça, c'est problématique parce que dans cet épisode de pyroplasmose, étant donné qu'au début, je pensais que c'était une mauvaise réaction à un médicament, j'ai mis longtemps avant de me dire « Ok, je l'amène chez le vétérinaire ». J'ai appelé des vétérinaires qui m'ont dit « Ok, on s'inquiète pas, etc. » mais sans forcément le voir. Et voilà, et moi j'étais dans un truc où j'avais pas envie de l'amener pour rien parce que j'avais peur de cette mauvaise expérience qui pouvait se répéter à la fois pour moi et à la fois pour Charlie. Peut-être plus pour moi finalement que pour Charlie, mais voilà, le fait est que c'était comme ça. Bref, je vous passe les détails. En tout cas, cet épisode m'a mis dans un état de stress hyper important. Je tiens quand même à souligner que les vétérinaires qu'on a croisés durant cette expérience de pyroplasmose, que ce soit le premier vétérinaire d'urgence qui est venu à la maison, ou que ce soit l'équipe soignante à la clinique qui l'a pris en charge pendant les 3 jours d'hospitalisation, ont été vraiment géniaux, ont vraiment été très guidants, très accompagnants. Et c'était la première fois que je rencontrais des professionnels de santé, vraiment des vétérinaires, qui prenaient en compte mon état émotionnel, mon état de détresse émotionnelle que j'avais à ce moment-là. Et ça m'a été vraiment très précieux parce que c'est ça aussi qui me permet de me dire, ok, bon, maintenant on va avancer, il y a du mieux, moi je vais mieux aussi, je peux me sentir un peu plus écoutée, un peu plus prise en considération, et voilà, là j'ai envie d'avancer et ça va bien se passer. Donc voilà, donc je tiens à souligner, je pense pas que ces vétérinaires passeront sur cet épisode, mais si un jour c'est le cas, sachez que je vous en suis très très reconnaissante. En tout cas, voilà. Et puis, on est retourné chez le vétérinaire à l'heure où je vous parle hier. Et à l'heure où je vous parle, on est le hier du jour de la sortie de cet épisode. Donc, ça sera très, très frais. On est retourné dans une autre clinique pour faire la dernière injection. Et là, c'est passé beaucoup de choses. C'est-à-dire que moi, j'ai été totalement submergée parce que je suis retombée un petit peu dans ce truc. C'est un vétérinaire que je connais pas, à qui il va falloir expliquer la situation. Charlie qui va devoir avoir une injection qui est en plus assez douloureuse, on me l'avait dit. Donc voilà, donc on était redevenus dans un stress extrêmement important. Heureusement, il y a mon mec qui nous a accompagnés pour ce rendez-vous. Et en fait, moi, je suis simplement sortie de la salle. Mon mec a géré, ils lui ont mis une muselière qui n'était pas la mienne parce que je voulais pas contaminer la mienne, avec une mauvaise expérience. Donc on lui a mis une muselière, il a été un petit peu tenu et on lui a fait l'injection. L'injection s'est super bien passée. Une fois que tout le monde a enlevé ses mains, il était ravi, il était trop content, il demandait des friandises à tout le monde. Et moi, ça s'est passé hors de ma vue, ce qui était peut-être pas plus mal parce que ça m'a permis de redescendre un petit coup, pleurer un coup, redescendre en émotion. Et ensuite, voilà, je suis repartie en me disant, bon, ok, c'est bon, le soin est fait. Maintenant, cette histoire est derrière nous. Je peux en débriefer dans cet épisode. Et puis, maintenant, on avance, on pourra aller que de l'avant. En tout cas, voilà, j'espère que c'était le dernier soin qu'on faisait alors que Charlie n'était pas prêt et alors que moi, je n'étais pas prête. Donc voilà, je vous raconte tout ça pour vous dire que j'ai appris plusieurs leçons de ces derniers rendez-vous et de ces dernières expériences. La première, c'est déjà que moi, j'ai un énorme travail à faire parce que je me suis retrouvée plusieurs fois complètement submergée par mes émotions, par mon stress. Et du coup, dans ces moments-là, je suis plus aidante, en fait. Mon mec est venu, et heureusement, parce que sinon, j'aurais pas été en capacité de gérer et j'aurais peut-être dû le laisser tout seul avec l'ASV et la vétérinaire. Et c'est quand même gênant de ne pas pouvoir participer aux soins de son animal. Et puis surtout de lui refiler ce stress, parce que clairement, à ce moment-là, il y a aussi beaucoup de ça. Là, on m'a un peu demandé de sortir parce que clairement, j'étais plus aidante. Et ce que je comprends tout à fait. Mais sur le moment, c'est pas forcément très agréable. Donc déjà, la première leçon, c'est que j'ai un travail à faire sur moi.
La deuxième leçon que je tire un petit peu de tout ça, après analyse, en avoir discuté avec mon compagnon du coup qui a participé aux soins, ce qu'on en a conclu, c'est que je pense que Charlie craint plus la contention que l'acte de soin en lui-même, puisque l'injection, en fait, il l'a à peine senti. Et vraiment, là où ça a été la libération, c'est quand tout le monde est sorti, en fait. C'est pas forcément quand le soin s'est arrêté, ni même quand le soin a commencé. Il a commencé à grogner et il a arrêté de grogner à partir du moment où on a mis les mains dessus et on les a enlevés. Donc, je pense que ça me donne des indications en plus sur ce que j'ai à travailler avec Charlie. Et ça me donne aussi l'espoir de me dire que si un jour on arrive à faire, par exemple, des injections, parce que c'est quand même le truc le plus courant, en coopération, c'est-à-dire avec Charlie qui me donne une position de consentement, le soin qui se fait et ensuite c'est terminé. Ça veut dire que potentiellement, on va pouvoir arriver, si on enlève la contention, à avoir des actes qui vont se passer en coopération. Et donc ça, c'est vraiment le côté hyper positif de cette expérience, c'est que ça me permet d'avoir peut-être ça comme objectif, ce que jusqu'à présent, j'avais pas du tout, parce que je me disais, mais en fait, tout est compliqué, le veto est compliqué, la contention est compliquée, l'acte en soi est compliqué, la batterie d'outils qu'on peut utiliser pour les soins est compliquée, etc. etc. Or, je pense pas tant que ça, et j'ai plus l'impression que véritablement le point le plus compliqué pour lui, c'est la contention, donc ça veut dire qu'on va pouvoir travailler dessus, et qu'on va surtout pouvoir travailler à plus de coopération, et ça, c'est vraiment cool. Et puis, le dernier point, la dernière leçon que je tire de cette dernière expérience, c'est qu'on n'a pas encore trouvé le bon vétérinaire, traitant en tout cas. On a trouvé la bonne clinique, je sais que je retournerai là-bas s'il y a des gros cas d'hospitalisation, des grosses interventions à faire, etc. Mais en tout cas, pour ce qui est du vétérinaire traitant, je n'ai pas encore vraiment trouvé parce que trop de passifs sur le vétérinaire traitant qu'on avait jusque-là. Et puis voilà, cette clinique que j'ai testée, était bif-bof. Ils n'ont pas été de grands conseils quand j'ai posé un peu des questions essentielles pour voir un peu leur philosophie. Ça m'a pas vraiment convaincue. Donc, on n'a pas encore trouvé le bon vétérinaire. Voilà un peu pour l'historique qu'on a sur les soins, Charlie et moi. Donc, ce qu'il faut retenir de ça, c'est que Charlie, ça a toujours été compliqué pour lui et forcément, plus on enchaîne les mauvaises expériences, plus ça l'est. Mais finalement, la contention l'est peut-être plus que les soins en eux-mêmes. Et moi, de mon côté, j'en retire le fait que je suis arrivée à une expérience assez traumatisante dans le dialogue, dans les échanges avec les vétérinaires. Et que pour l'instant, j'ai ça encore à travailler parce que pour l'instant, ça me submerge complètement. Donc plein de choses à mettre en place. Justement, sans transition, en parlant des choses à mettre en place, je voulais vous parler un peu du plan que j'imagine pour la suite, pour qu'on puisse travailler un peu ces points, ces sensibilités, à la fois pour Charlie et pour moi, de manière plus safe et qu'on arrive finalement à avoir des soins qui se passent beaucoup mieux, avec beaucoup moins de stress. Ça serait vraiment ça le principal. Donc, il y a vraiment deux parties à mon plan pour la suite. Il y a la partie medical training, entraînement aux soins coopératifs, et il y a la partie vétérinaire, puisque pour moi, c'est vraiment deux choses assez distinctes, étant donné qu'on peut faire plein de choses à la maison avec de l'entraînement. Mais c'est pas pour autant que ça sera forcément gagné chez le vétérinaire, parce que chez le vétérinaire, il y a toute une phase d'odeur qui va être compliquée, de personnes tierces qu'il ne connaît pas qui va être compliquée, etc., etc. Donc, pour vous parler un petit peu plus du medical training, déjà, je vous invite, comme je vous le disais au début de cet épisode, à écouter mon épisode avec Iris Castin sur lequel on a parlé des soins coopératifs, puisqu'elle est bien spécialisée, bien calée sur le sujet. Je vous invite à aller l'écouter. Pour revenir un peu sur le medical training et vous dire ce que c'est, donc l'entraînement aux soins coopératifs, c'est donc une manière d'entraîner le chien à vivre positivement les soins et à y être acteur. Donc, ça veut dire qu'on va apprendre déjà à respecter le consentement de son chien, on va apprendre à lire ses signaux de communication, parce que c'est vraiment là-dessus que ça va être basé. Et puis, on va venir travailler en désensibilisation sur des manipulations, sur des objets qui vont toucher, en veillant à respecter que le chien soit dans une position de consentement et à arrêter l'acte, le geste, l'introduction de l'objet si le chien retourne sur sa zone de sortie, demande une pause, exprime un mal-être. De cette façon, on va avoir un chien qui va être complètement acteur du soin et c'est lui qui va me dire si oui ou non il est prêt, si oui ou non il est OK avec ça, etc., etc. Et donc évidemment, plus le chien va être entraîné, plus sa zone de tolérance et sa positivité, sa résilience par rapport au soin va être élevée. Donc ça demande évidemment du travail et c'est assez long, mais les résultats sont assez incroyables. Je fais partie d'un groupe Facebook sur les soins coopératifs et je peux vous dire que tous les jours, on voit des témoignages incroyables de gens qui passaient d'une situation bien pire que la nôtre à des soins coopératifs chez le vétérinaire. Donc c'est vraiment
vraiment génial. J'ai beaucoup d'espoir avec cette technique. C'est juste que voilà, ça demande beaucoup de travail. Nous, ça fait déjà longtemps qu'on y travaille avec Charlie. Je me suis inscrite au cours de Muso Plus fait par Iris Castin, du coup, sur les soins coopératifs, il y a, je sais pas, je pense 2 ans au moins. Ça fait vraiment longtemps qu'on l'a commencé. On a déjà avancé sur pas mal de sujets, notamment sur la muselière. Le port de la muselière est déjà bien avancé. Mais typiquement, c'est encore difficile d'enlever des tics. C'est encore difficile de passer à l'introduction de produits, d'objets, etc., etc. Donc, on est en train de travailler là-dessus. Sinon, pour ce qui est des manipulations, ça va à peu près. Donc voilà un peu pour vous résumer ce que c'est que le medical training. L'idée c'est, et le cours en ligne dont je vous parle sur Muso Plus est vraiment intéressant pour ça, c'est que l'idée ça va être de monter un plan assez précis avec toutes les choses qu'on voudrait avoir dans sa petite mallette de soins coopératifs, dire que ok, ça c'est acquis, ça marche, etc., etc. Il faut passer de telle façon, ça le dérange moins, etc., etc. Donc c'est un gros travail. Si jamais vous rencontrez cette problématique et que vous avez envie de travailler ça, vous avez envie de vous faire accompagner, je vous invite soit à aller regarder, à jeter un œil au cours en ligne de Muso Plus, soit de vous faire accompagner par quelqu'un qui est instructeur en soins coopératifs, ce qui n'est pas mon cas. Je vous mettrai un site de référence où vous pourrez trouver des professionnels qui sont familiers avec ces pratiques. Donc voilà pour la partie medical training. Donc ça, c'est vraiment ce qu'on va continuer de faire dans nos entraînements hebdomadaires avec Charlie, de continuer de travailler les soins, les petites manipulations, les soins courants du quotidien, etc., etc. Il y a plusieurs paramètres importants et je pourrais pas tout vous citer ici. Mais la première chose quand on travaille en medical training, c'est en fait on va beaucoup travailler sur l'association positive avec l'objet, les manipulations, etc., etc. Et avec tout ce qu'on veut désensibiliser. L'idée, c'est que forcément, c'est plus facile quand on part de quelque chose de neuf plutôt que quand on part de quelque chose qui est déjà contaminé, entre guillemets, qui est déjà associé négativement. Donc typiquement, le vétérinaire, le cabinet vétérinaire dans lequel il y a eu des soins qui se sont mal passés, c'est associé négativement. Le harnais qui a été très compliqué à mettre, il est associé négativement. Le tire-tic qui a peut-être fait mal ou qui a peut-être gêné, etc., il est associé négativement. Et telle manipulation, par exemple, tenir la tête d'un côté pour pas que le chien morde, ça peut être aussi associé négativement. Donc l'idée, ça va vraiment être de venir travailler sur tous ces points qui sont mal associés, soit en passant par une désensibilisation, donc on va tout déconstruire pour reconstruire quelque chose de positif, soit, et généralement le plus simple c'est ça et le plus efficace c'est ça, c'est de changer d'objet quand on le peut, ou changer d'outil ou de vétérinaire ou d'endroit pour qu'on reparte d'une base neutre, une base qui ne veut rien dire parce qu'on ne connaît pas, d'un truc inconnu, pour le faire passer du stade inconnu au stade positif. Et donc, typiquement, c'est ce qui m'amène au deuxième point de mon plan, ça va être tout ce qui va être par rapport au vétérinaire, tout ce qui va concerner la partie vétérinaire, et moi je décide de repartir d'une base neutre pour y en faire une base positive. Pour le coup, j'ai pas trop le choix dans mon cas. Chez notre vétérinaire traitant, en tout cas, il s'est passé beaucoup de soins, il y a eu beaucoup de douleurs, il y a eu de la contention, il y a eu des cris, il y a eu des larmes, il y a eu beaucoup de choses. Donc, je souhaite pas repartir de cette base-là parce que ça serait vraiment trop compliqué. Déjà, mon premier point, pour ce qui est de la partie vétérinaire, ça va être d'en changer, de trouver quelqu'un avec qui je me sens déjà un peu plus à l'aise, moi, pour que mon expérience soit un peu plus positive aussi. Et puis pour qu'on puisse y aller pour rien, qu'on puisse aller passer des moments chez le vétérinaire juste pour faire des exercices qui n'ont rien à voir avec les soins, côtoyer les assistantes vétérinaires, côtoyer les vétérinaires en eux-mêmes, et aussi de les voir dans un cadre où il se passe rien, où cette personne est associée à la distribution de bonbons, ça serait vraiment génial. Donc ça fait vraiment partie intégrante de mon plan pour la suite. Évidemment, après, il y aura toute la partie participation aux soins. On va aussi intensifier notre travail, notre entraînement sur, par exemple, les injections. Donc, travailler avec un critérium qui va venir faire des petits pics sur la peau. Ce genre de choses, tout en étant en posture de consentement. Et je rêverais qu'un jour, on puisse faire les soins et les vaccins. Les prochains vaccins sont dans 6 mois. J'adorerais que les prochains vaccins puissent se faire en coopération avec Charlie qui a la tête posée sur mes genoux, avec sa muselière qu'il arrive à tenir au cas où, et avec le vétérinaire qui pique sans qu'on ait à toucher Charlie autrement que par ce vaccin-là. Donc ça va vraiment faire partie intégrante à la fois sur la partie medical training, entraînement aux soins à la maison, et à la fois la partie généralisation chez le vétérinaire. Le point important que je voudrais souligner ici, c'est que c'est quand le chien n'est pas prêt. Et ça, c'est une grosse question. On l'a traité notamment
dans l'épisode avec Iris, c'est quand le chien n'est pas prêt, qu'est-ce qu'on fait ? En fait, quand le chien n'est pas prêt, c'est pas le moment de faire un entraînement. C'est pas le moment de faire du medical training. Vous l'aurez compris, tout l'intérêt du medical training, c'est qu'on va associer positivement des choses, des actes, des objets. Donc, quand on est en situation d'urgence, entre guillemets, où il faut faire le soin, parce que la santé de notre chien en dépend, parce que c'est maintenant, il faut le faire, mais que notre chien n'est pas prêt, ce que je vous conseille le plus, c'est la sédation. Alors, il y a différentes façons de sédater un chien. Ça peut être juste des médicaments donnés qui vont le détendre un petit peu. Ça peut être du CBD, ça peut être des fleurs de bac. Ça peut être carrément une anesthésie, selon le cas. En tout cas, il ne faut pas avoir peur de demander une manière de pouvoir sédater notre animal pour que ça se passe le mieux possible, pour que le soin soit le moins négatif pour lui et que ça ne fasse pas trop rétro-pédaler. Donc nous, c'est le cas. Charlie, il est sous un traitement chimique quand on va chez le vétérinaire. Honnêtement, j'ai pas vu de grosses différences, mais typiquement sur la dernière consultation qu'on a eue hier pour l'injection, j'ai l'impression, même s'il a été en état de stress assez important quand même, il a beaucoup grogné, etc., il y a eu de la contention, j'ai l'impression quand même que la descente après le soin a été quand même un peu plus rapide que ça ne l'avait été jusque-là. Après, bon, c'est pas flagrant non plus, donc je mise pas tout là-dessus non plus. C'est pour ça que j'aimerais bien conserver quand même le traitement pour pouvoir abaisser un petit peu la pression et qu'on puisse travailler en coopération. C'est un peu ça l'idée, c'est de se servir de la sédation comme une béquille. Je veux pas qu'il soit complètement endormi parce que je veux quand même qu'il soit acteur, mais en même temps, je veux pas qu'il soit non plus trop sous tension. Je sais pas si c'est assez clair. Voilà un petit peu ce que je pouvais vous dire par rapport à notre expérience et à notre plan pour la suite. J'espère que ça pourra peut-être vous inspirer, vous donner des pistes de réflexion, des pistes de travail, vous remotiver peut-être aussi à travailler ces sujets-là qui sont difficiles avant que ça n'en devienne une expérience vraiment négative pour l'humain, comme ça a pu être le cas pour moi et comme c'est le cas pour moi. Si je peux vous donner un conseil, en tout cas, si votre chien est sensible à certains actes, comme la prise de médicaments, les injections, la prise de sang, etc., ou d'autres choses, ou simplement des choses beaucoup plus manipulatoires comme de l'ostéopathie, etc. Ce que je vous invite à faire, c'est vraiment de trouver les professionnels qui vous accompagnent et c'est d'éviter le maximum de faire de la contention. Donc typiquement, je sais qu'il y a un point qui peut être très compliqué pour beaucoup de chiens, c'est tout ce qui va toucher tout ce qui va tourner autour de la gueule, donc que ce soit la prise de médicaments, mettre les mains dans la bouche, etc. Ça peut être vraiment très compliqué pour le chien. Et moi, je vous conseillerais toujours d'éviter au maximum de mettre les mains dans la bouche. Par exemple, pour la prise de médicaments, moi, je coupe des gros morceaux de knacky, je mets les médicaments dedans et ça passe ni vu ni connu, parce que la knacky est beaucoup plus appétante et beaucoup plus en grosse quantité que le médicament. Je préfère que le chien et manger un gros bout de knacky, mais avec l'assurance que le médicament soit bien passé, plutôt que de m'y reprendre à 5 fois parce que le médicament n'est pas passé au fond de la bouche, au fond de la gorge. Ça, ça fait partie des actes qui peuvent être très traumatisants pour un chien, bien plus qu'on ne le pense, qui sont très, très, très difficiles à rétro-pédaler pour reprendre de manière positive derrière. Donc voilà, un peu pour le tips médicaments, main dans la bouche, tout ce qui va nécessiter ça, vraiment, je vous conseille de passer par de l'alimentation extrêmement appétante pour être sûr déjà que ce soit pris et pour être sûr que il y ait pas de souci avec ça. Voilà ce que je pouvais vous dire là-dessus. Et puis, pour terminer cet épisode, je voulais juste faire une rapide aparté sur les tiques, qui est un peu un cas pratique pour moi parce que cette expérience avec la pyroplasmose a démontré pas mal de choses. Alors, pour ce qui est des tiques, vous ne serez pas sans savoir qu'il y a un gros débat entre traitement chimique et traitement naturel pour la prévention contre les tiques. Évidemment, comme beaucoup de gens, j'ai essayé beaucoup de méthodes naturelles contre les tiques pour Charlie. Il a eu un collier en perles de céramique, il a eu une médaille tic clip, il a eu des pipettes, il a eu des colliers, etc. Il a eu beaucoup de choses. Notre situation, c'est que ça n'a jamais enlevé 100%, ça n'a jamais évité 100% des tiques. On a toujours eu des tiques avec les méthodes naturelles, même si on en avait beaucoup moins et qu'elles étaient beaucoup plus anecdotiques, elles étaient quand même là. Et dans le même temps, en soi, ça m'aurait pas dérangé si j'avais pas de mal à les enlever, il y a pas de souci. Sauf que pour Charlie, enlever des tiques, c'est devenu le truc très très compliqué. Et l'année dernière, on en est arrivé à un point où j'ai failli me faire mordre une fois en enlevant une tique. J'ai pas du tout voulu continuer là-dessus, j'ai pas voulu forcer parce que je me suis dit que c'était trop triste et trop grave d'en arriver là, de perdre complètement la confiance de mon chien dans un soin aussi anecdotique qu'enlever une tique. Donc je me suis dit ok, la balance bénéfice-risque elle est là, je vais donc mettre en balance la relation de confiance que j'ai avec mon chien
et le risque qu'il se fasse contaminer par une tique. Pour moi, le choix, il a été vite fait et j'ai préféré me tourner vers un traitement chimique, à contre-cœur, je vous assure, mais j'ai préféré me tourner vers un traitement chimique pour m'assurer que je pouvais m'éviter cette situation-là d'avoir à enlever des tiques en situation très compliquée pour pouvoir le travailler quand il n'y en a pas et que le jour où on est bon, ok, on peut se repasser à d'autres traitements et me dire ok, je peux enlever des tiques tranquillement. Pas de souci avec ça. Je fais cette petite aparté parce que j'ai reçu quelques messages pas très cool entre l'année dernière quand j'en avais parlé et cette année quand j'ai redit que j'avais donné un traitement chimique. C'était simplement pour souligner que l'essentiel c'est de faire au mieux. Et quand il s'agit de soins, quand il s'agit de la santé, mais quand il s'agit d'autres choses aussi, il faut toujours mettre en balance les bénéfices et les risques de chaque acte. Et là, en l'occurrence, je préfère assurer la santé de mon chien d'un point de vue prévention contre les tiques plutôt que de détruire complètement notre relation de confiance avec, en tenant compte de sa sensibilité de base là-dessus. Donc faites au mieux de ce que vous pouvez et en fonction de ça, faites ce que vous voulez en fait et ne laissez pas les autres en juger parce que c'est vous qui décidez et qui faites en connaissance de cause et en conscience, c'est ça vraiment le plus important. Donc voilà un petit peu pour nos aventures vétérinaires du moment. Charlie a aujourd'hui 3 ans et demi. Ça a été ces derniers mois vraiment beaucoup de stress généré par rapport aux soins. J'espère que les prochaines années seront un peu plus détentes. En tout cas, je suis très motivée et très déterminée à pouvoir travailler ça de manière beaucoup plus positive parce qu'il est très 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 réceptif à ces entraînements-là et il adore ces entraînements-là. Donc on va pas s'en priver, on va vraiment le travailler et j'espère pouvoir vous refaire un épisode dans quelques années en vous disant on y est arrivé. Merci beaucoup de m'avoir écouté jusqu'au bout et d'avoir passé ce petit moment avec moi. J'espère que ce nouvel épisode vous a plu et si c'est le cas, je vous invite à en parler autour de vous et à le partager sur les réseaux sociaux en me taguant @lanicheaventure. Pour enrichir votre écoute, ne rien rater des prochaines sorties et pourquoi pas vous faire accompagner dans l'éducation de votre chien, n'hésitez pas à visiter mon site, à soutenir mon travail sur Tipeee, à vous abonner à la newsletter et à me rejoindre sur les réseaux sociaux. D'ici là, prenez soin d'eux, prenez soin de vous et je vous dis à la prochaine!